J'ai commencé le droit pour devenir notaire. On peut aussi bien vendre un hôpital avec une conférence de presse avec le maire de la ville et l'après-midi régler la succession de quelqu'un qui avait 1 000 € sur les comptes. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre donation-transmission? C'est un petit peu pareil qu'entre moto et véhicule. Un testament, il y a 3 conditions. Il doit être écrit de votre main, daté, signé. Pour déshériter leurs enfants, est-ce qu'en France on a le droit? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on est avec Maître Martin Bretagne. Bonjour Martin. bonjour Nicolas. Dans le but de ce podcast, on va parler donc avec Maître Martin Bretagne qui est notaire. On va découvrir plus en profondeur la profession de notaire. On va voir tout ce qui tourne autour de cette profession pour l'optimisation et la structuration du patrimoine. Donc Martin, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Alors Martin Bretagne, notaire, j'ai 41 ans, je suis notaire dans le Rhône et je suis désormais notaire depuis environ une dizaine d'années. Ok. Et aujourd'hui, je suis associé avec deux autres notaires. On est 3 associés, on a 2 notaires salariés dans l'office et on a une petite vingtaine de collaborateurs. Ok. Et comment on accède à la profession de notaire? C'est quoi le parcours académique qu'on doit faire pour devenir notaire? Alors, on doit faire du droit, Ok. environ 5 ans, et après un cursus d'application et d'alternance d'environ 2 ans, et au terme duquel on doit rendre un mémoire. Ok. Et ça signe le moment où on a le diplôme de notaire, mais c'est pas forcément là qu'on devient notaire. On Ok. deviendra notaire quand on décidera soit de s'associer dans l'office où on travaille, soit qu'on aura une opportunité de s'installer, soit encore qu'on deviendra notaire salarié au sein d'une structure. Tout est possible. Ok. Et toi, pour comprendre, est-ce que après ton bac, tu t'es dit je veux devenir notaire, ou tu t'es dit la branche de droit m'intéresse, je sais pas si c'est notaire, avocat ou une autre profession? Comment ça s'est passé toi ton post-bac à devenir aujourd'hui notaire? Alors, j'ai commencé le droit pour devenir notaire. Ok. C'est-à-dire que j'avais pas d'autres professions du droit en tête, Ok. dans la mesure où je trouvais que c'était une des plus transversales, Ok. où ça traitait de plusieurs sujets à la fois, plusieurs catégories, et ça me semblait, aujourd'hui je suis pas déçu, dans la mesure où il n'y a rien qui ressemble moins à un dossier, notamment en droit de la famille, qu'un autre dossier. Donc en fait, on a des solutions diverses. Il y a une solution par famille, souvent je dis. Ok. Donc, et c'est pas un 20 mots, parce que vraiment on fait du sur-mesure. Et par rapport à tes collègues d'études, c'est quoi les autres professions qu'ils ont eues pendant lesquelles tu as fait tes études en droit, en licence ou autre? Et les gens que tu as connus là-bas, c'est quoi leur profession? Avocat, juge? Est-ce que tu as d'autres professions? Qu'est-ce qu'ils font? Les collaborateurs au sein de notre office? Non, les collaborateurs avec qui tu as commencé tes études en droit. Par exemple, si tu as fait une licence ou autre. Ah bah il y a eu dans les promos de droit dans lesquels j'ai été, Ouais. il y a eu à peu près toutes les professions, c'est-à-dire qu'on est dans le tronc commun, on peut ensuite devenir magistrat, on peut ensuite devenir faire une école type l'ENA, on peut faire une carrière de haut fonctionnaire, on peut faire une carrière d'avocat. Donc le tronc commun emmène à plein de métiers. C'est la spécialisation à partir de la 4e, 5e année qui déterminera vraiment l'orientation dans laquelle vous vous dirigez en droit. Ok. Et pour résumer, on va dire, sur la profession de notaire, est-ce que tu peux nous expliquer en détail ce que c'est et c'est quoi un peu les différentes missions d'un notaire? Alors, les différentes missions d'un notaire, ça va être comme une sorte d'architecte de votre patrimoine. Donc, exactement comme pour l'architecte, il y a des cas où il est obligatoire. Donc, on y va parfois en traînant des pieds en se disant c'est le passage obligé pour acheter ma maison, l'acte doit absolument être notarié puisque l'État exige cela, donc c'est un passage obligé. Et puis on peut aussi se dire, comme pour un architecte, c'est pas seulement celui qui valide la belle maison que j'ai dessinée, ça peut être celui qui a des très bons conseils à me donner sur le fait que je fasse fausse route et qu'il faille revoir les plans. Donc en fait, on est une profession, on est officier public, c'est-à-dire que les actes que l'on rend ont la valeur d'un jugement. Donc, une fois que vous avez votre acte notarié, la maison est réellement à vous, ça a la valeur d'un jugement, c'est incontestable, sur la forme comme sur le fond. Mais ça peut aussi être celui qui vous donne les bons conseils pour bien structurer votre patrimoine, exactement comme dans la métaphore de l'architecte. Voilà. Et plus précisément, c'est quoi les différentes vraiment missions qu'on peut avoir dans tout ce qui est immobilier? Donc j'imagine quand les gens veulent acheter un bien, ou bien en droit de la famille, ça va être quoi les différentes soumissions vraiment très précises que tu peux avoir? Peut-être d'abord immobilier et après droit de la famille.
Alors, en droit de la famille, les missions qu'on va avoir, les missions de base, entre guillemets, c'est que quand il y a quelqu'un qui décède dans votre famille, il faut aller voir le notaire puisque c'est lui qui va dresser les actes relatifs à la transmission des biens et puis qui va se renseigner pour que justement ces biens-là soient bien répartis suivant la volonté du défunt, Ok. s'il avait fait un testament, s'il n'en avait pas fait, donc suivant la volonté du défunt ou la loi, et qui va organiser tout ça et transmettre. Ça, c'est la base du droit de la famille pour le notaire, donc c'est le fameux passage obligé. Ouais. Là où le notaire peut devenir un architecte et là où il peut vous conseiller, c'est justement si on anticipe le décès et qu'on va le voir pour dire je souhaite organiser, j'ai un enfant qui est né d'une précédente union, je veux avantager un tel ou un tel, je veux plutôt attribuer tel bien immo à un tel et l'autre ça l'intéresse pas. Donc, on a décidé comme ça en famille. Ok. Donc, en fait, c'est des moments où on anticipe, où on structure et pour que les choses se passent moins brusquement au moment du décès. Ok. Et tout ce qui est partie immobilier? Alors, tout ce qui est partie immobilier, ça va être un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut choisir, entre guillemets, bêtement, de prendre le notaire comme strict passage et enregistrement de l'acte et acheter en direct, par exemple. Et puis, si on est un peu plus subtil et puis qu'on se dit, là, c'est pas ma résidence principale, c'est pour ma résidence secondaire, c'est mon troisième bien déjà que j'achète et je commence à me faire vieux. Etc. On peut se demander comment on achète, avec qui, dans quelle proportion, est-ce qu'on implique les enfants maintenant, et on peut se demander par un tas comment dirais-je, de moyens et de leviers, comment on peut dès à présent acheter en direct ou pas et structurer notre patrimoine toujours de cette manière-là. En tant que notaire, c'est quoi les différents points sur lesquels tu dis ce métier, celui que je fais, il est passionnant? C'est quoi les différentes raisons pour lesquelles tu es passionné par ton métier? Ah bah c'est vraiment la pluralité des cas. On peut aussi bien, et ça m'est arrivé, je le dis parce que ça m'est arrivé, on peut aussi bien vendre le matin un hôpital ou un bâtiment administratif entier avec une conférence de presse avec le maire de la ville, les adjoints, une signature très solennelle, etc. Et l'après-midi, régler la succession de quelqu'un qui avait 1 000 € sur les comptes avec un patrimoine plus que modeste, des personnes plus que modestes aussi, et avec un contact qui se fait à chaque fois qui est le même et qu'on doit maintenir parce que c'est une de nos missions. On a aussi une mission de service public, donc ça fait partie de notre métier. Et du coup, cette manière de jongler entre ces dossiers si opposés, ça donne vraiment du rythme à nos journées et ça donne du sens à nos missions, mais surtout, ça nous fait passer à chaque fois d'une matière à l'autre, et puis aussi euh, d'une matière humaine à l'autre aussi. Donc on est vraiment, on crée des relations avec tout le monde. On est souvent le seul point juridique d'une commune dans les endroits où on peut être. Moi, j'exerce dans une commune de 20 000 habitants. On n'a pas forcément l'avocat, l'huissier, etc. On peut être amené à conseiller sur des tas de points juridiques. Donc on est la porte d'entrée de beaucoup de personnes vers le droit et vers la vulgarisation du droit. Ok. Euh, Maintenant, pour résumer un peu plus sur le droit de la famille, c'est quoi les cas les plus fréquents que tu rencontres? À part le fait que, plutôt en termes d'architecte. Alors, le cas le plus fréquent, il y a plusieurs cas. Les gens qui nous consultent. Les gens qui nous consultent, généralement, ça va être des gens qui arrivent à la retraite et qui se disent je vais anticiper ma transmission, il y a des choses à faire, j'ai entendu dire que, Ok. et qui viennent nous voir en disant voilà, j'ai tout ça, comment ça se passe si je meurs demain? Et Donc, c'est des gens qui n'ont rien mis en place. c'est des Clairement. gens, la plupart du temps, quand on arrive à la retraite, c'est le moment où on s'en soucie. Ok. C'est très bien si les gens viennent nous voir avant, parce que de temps en temps, il y a des choses à voir avant. Avant, c'est quel âge? C'est Alors avant, 40, 50, c'est quel âge? il y a des entrepreneurs que je suis qui ont même pas 50 ans et qui ont déjà des urgences de transmission à faire, parce que sinon, leur patrimoine va prendre des proportions avec les acquisitions immobilières, par exemple professionnelles, va prendre des proportions trop grosses pour être transmis correctement, ne serait-ce que 10 ans plus tard. Ok. Ça, c'est les cas extrêmes. Les cas plus classiques
entre guillemets de classe moyenne et les plus courants, en réalité, si on se pose la question entre 50 et 60 ans, c'est déjà très bien. On anticipe Ok. déjà beaucoup de choses. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre donation-transmission, puisque c'est deux termes qu'on entend souvent. Parfois, les définitions sont proches, mais il y a des gens qui les confondent. Est-ce que tu pourrais nous expliquer clairement ce que c'est et leurs différences? Alors la différence entre donation et transmission, c'est un petit peu pareil qu'entre moto et véhicule. C'est-à-dire que la moto est un véhicule. Donc la donation est une transmission. Ok. Donc si je dézoome un peu et que je reprends depuis les transmissions, il y a les transmissions à titre gratuit et les transmissions à titre onéreux. Les transmissions à titre onéreux, ça va être une vente par exemple. Et puis la transmission à titre gratuit, eh ben, la donation fait précisément partie de la catégorie transmission à titre gratuit. Ok. Et c'est quoi les grands éléments à savoir sur la donation? Parce qu'il y a plein de types de donations. Toi, c'est quoi les cas que tu rencontres le plus et qui sont les plus adaptés pour monsieur, dame, tout le monde? Alors, il y a le schéma le plus courant et que tout le monde connaît, enfin que tout le monde connaît, en tout cas dont tout le monde a entendu parler, c'est le démembrement de propriété. Ok. Le démembrement de propriété, c'est le fait de garder certains attributs de la propriété conservés par le donateur et de transmettre le reste. C'est-à-dire que les enfants du donateur vont être propriétaires du bien, mais ils n'auront pas la jouissance, ni l'usage, ni la perception des fruits et loyers. C'est le fameux usufruit avant leur décès. Et quand on transmet que la propriété du bien et pas la jouissance, forcément on transmet moins cher et de son vivant. Donc c'est ça le levier qui peut être activé très tôt. Plus c'est tôt, mieux c'est, puisque la valeur de l'usufruit décroît. Et par conséquent, c'est l'un des montages les plus connus pour donner et transmettre tranquillement. Donc, démembrement avec donation. Et est-ce qu'il y a d'autres cas que tu vois qui sont peut-être plus anecdotiques, des donations partage, d'autres types de donations? Alors, après, ça va être plus en fonction comment dirais-je, ça va être plus en fonction on entre déjà dans le sur-mesure. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va nous dire euh, moi, mon fils, ça ne le dérange pas, tel enfant, ça ne le dérange pas d'avoir un bien, en démembrement et d'en avoir la jouissance qu'à mon décès. Et puis par contre, tel enfant, il est toujours un petit peu à découvert ou autre, il n'a pas trop de moyens, beaucoup moins que l'autre qui en a. Et lui, c'est plutôt d'argent dont il a besoin. Ok. Donc là, on va articuler, on va faire une donation partage, par exemple, où il y en a un qui repart avec de l'argent, l'autre qui repart avec de la nue propriété. On va prendre en considération les besoins de la famille, et puis on va faire comme un architecte. On va regarder ce qu'il y a de mieux pour cette famille. Les autres montages qu'on peut trouver, il y a on y viendra peut-être, il y a le fait de faire une SCI, même si ce n'est pas le passage obligé, ça peut être un très bon levier pour la transmission et puis pour le fait de conserver un bien à plusieurs. Et puis, je peux vous en faire un certain nombre, mais on a un certain nombre, on a une boîte à outils devant nous, Ok. et puis on va sortir les outils qu'il nous faut pour nous adapter à cette famille en particulier. Ça va être quoi les variables qui vont faire on va prendre cet outil ou cet outil? Ça va être, est-ce que ça peut être, du coup, j'imagine le patrimoine, il y a combien de personnes dans la famille, est-ce qu'elle est recomposée, oui, non? C'est quoi les besoins de chacun? Ouais, ça va être quoi toutes les différentes variables qu'un notaire va utiliser pour savoir cet outil est le plus adapté à ce cas précis? Ça va être surtout l'histoire de la famille. Il y a des Ok. choses qu'on doit sentir. On va pas arriver en disant j'ai fait ça pour un client, c'est très bien, vous devriez faire ça. Ok. Parfois ça marche, mais parfois c'est pas du tout adapté à cette nouvelle famille. Ok. Il faut essayer de capter le besoin, la sensibilité et la meilleure solution qu'il puisse y avoir. Qu'est-ce qui peut déterminer qu'on prenne un outil ou un autre? Ça va être le meilleur croisement entre le droit civil et le droit fiscal. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui viennent chez moi en me disant je veux absolument que mes enfants ne payent pas d'impôts à ma transmission, Ok. je leur dis pourquoi pas. C'est important, mais il y a un moment donné, il ne faut pas que ça détermine tout, parce que ça veut dire que du coup, on va complètement occulter le droit civil
qui lui a ses conséquences propres aussi. Ok. Et en réalité, le meilleur croisement pour l'histoire de la famille, entre l'histoire de la famille, on peut ajouter une troisième variable, l'histoire de la famille, ses besoins, le droit civil et le droit fiscal, c'est vraiment un triptyque à respecter. Euh, je donne un exemple tout bête, quelqu'un qui me dit j'ai juste une résidence principale et pas mal de liquidités. Ok. Si j'ai calculé que mes enfants ils paieraient, je dis n'importe quoi, 20 000 euros d'impôts à mon décès, je veux leur donner ma résidence principale. C'est pas toujours une bonne idée. Ok. C'est même la plupart du temps une mauvaise idée de donner sa résidence principale dans la mesure où pour un tas de raisons. On n'est plus maître chez soi. Le jour où on signe, où on veut la vendre, parce qu'on est fatigué d'entretenir un jardin, qu'on préfère avoir un appartement, et ben les enfants, il y a intérêt à ce qu'ils soient d'accord pour signer aussi. Accessoirement, ils peuvent avoir un impôt sur la plus-value. Donc là, on arrive sur la conséquence fiscale. Si vous étiez resté seul chez vous, vous n'auriez pas d'impôt sur la plus-value parce que c'est votre résidence principale. En intégrant vos enfants dedans alors qu'ils ne vivent plus dans le foyer, si le prix monte et que vous revendez un jour, on paiera un impôt sur la plus-value alors qu'on a voulu éviter un impôt sur les successions. Exact. Donc il faut vraiment leur ouvrir les yeux sur les conséquences de ce qu'ils font, aussi bien civiles que fiscales, et se placer au croisement de ces deux notions. Ok. Et donc j'imagine un notaire est là pour présenter un schéma, présenter qu'est-ce qui est faisable de faire. Et à la fin, qui a le dernier mot? C'est le client qui va dire, moi, je veux faire ça, même si parfois le notaire, il va dire, je pense pas que ce soit la meilleure décision pour vous. Est-ce qu'à la fin, ce sera toujours le client qui aura le dernier mot? Comment ça se passe? Ah, ça, c'est une bonne question. Le client arrive avec son montage. C'est une des erreurs aussi parfois, c'est de dire mon beau-frère, ma belle-sœur, mon voisin a fait ça. Ok. Je comprends pas pourquoi vous voulez pas me faire ce schéma-là. Ok. C'est tout à fait inutile dans certains cas de lui faire le montage dont il a envie. Mais il a toujours rêvé d'avoir une SCI. Bon, il veut être gérant de société. Avec une SCI, il sera gérant de société, Ok. il ou elle, ou eux. Le problème, c'est que parfois, ça correspond absolument pas aux besoins de la famille et ça peut même se retourner contre eux. Comment? Puisqu'on est sur la SCI, on peut parler de ça. Admettons quelqu'un qui veut donner sa maison ou sa résidence secondaire en nue propriété à ses enfants. Ok. L'usufruitier va avoir un certain nombre de travaux à faire et d'entretien à faire puisqu'il doit entretenir le bien dont il a gardé la jouissance. Et il peut faire des travaux assez poussés Ok. qui valorisent la maison et qui, du coup, vident un peu ses liquidités, entre guillemets, et améliorent la maison. Ok. C'est autorisé. Il y a des travaux très précis d'autorisés qui valorisent vraiment une maison et qui sont à la charge de l'usufruitier, puisque les travaux lourds, eux, restent à la charge du nu propriétaire. Et c'est une manière de transmettre aussi, puisque l'argent qu'il avait sur ses comptes valorise une maison dont les enfants sont déjà propriétaires. Exact. Donc ça peut être un montage très intelligent. La même personne qui me dit « je veux absolument une SCI avec mes enfants sur cette maison », ça peut se retourner contre lui parce qu'il ne détient pas le bien en direct, il détient des parts de SCI. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il met de l'argent pour améliorer un bien de cette SCI, on appelle ça un compte courant d'associé. Et un compte courant d'associé, c'est une somme que la société lui doit et doit lui rembourser un jour quand il sort de la société ou à son décès. Donc en réalité, chaque euro qu'il aura mis dans cette maison, dans mon schéma numéro 1 où il n'y a pas de SCI, va valoriser la maison, va vider ses comptes et va améliorer un bien dont les enfants sont propriétaires sans trace, si je puis dire, et de manière tout à fait légale. Dans le même schéma, mais avec une SCI, si c'est vraiment borné et obstiné à vouloir une SCI parce qu'il avait son schéma en tête, ça va laisser une trace comptable qui devra faire l'objet d'un remboursement. Donc autant dire qu'on aura complètement raté l'objectif. Okay. Donc ça, c'est un moment où il y a des totems. Il y a des totems dans la tête de nos clients qu'il faut enlever, mais on est tous comme ça. Il n'y a pas que pour chez le notaire. Moi, quand j'arrive parfois, y compris chez le médecin, on est persuadé d'avoir telle maladie, et puis il vous dit non, calmez-vous, c'est juste ça, et du coup, il va falloir prendre tel médicament et pas tel autre. Okay. En fait, c'est exactement la même chose. Donc là, on vient de parler de résidence principale et de SCI. Est-ce que tu vois d'autres schémas sur lesquels il y a des gens qui peuvent arriver avec des erreurs ou des choses à ne pas faire? Est-ce que tu as d'autres exemples?
J'ai pas d'autres exemples en tête, mais l'erreur en règle générale, c'est un petit peu la fuite en avant. C'est-à-dire Ok. de dire je suis avec cette personne depuis 3 ans, on achète un bien immobilier ensemble, on ne pose pas les choses et on se demande même pas comment on veut le financer, qui va la financer. Je suis pas, on n'est pas très. On est un peu rabat-joie, nous les notaires, mais on voit aussi les choses. Ça va être les gens qui disent fuite en avant vers le décès, c'est-à-dire je veux pas parler de ces choses-là de mon vivant, vous vous débrouillerez après ma mort. Bon, les enfants se retrouvent avec beaucoup de choses à démêler. Ça fait souvent mal d'appuyer sur les points, sur ces points-là. On peut reprendre la métaphore du médecin. Parfois, il y a des examens qui sont pas agréables à faire. On n'a aucune envie d'aller faire comment dirais-je, le dépistage ou autre qui s'impose et qui prévient les choses. Mais à un moment donné, ça permet quand même C'est un mal pour un bien, quoi. c'est un mal pour un bien. Et puis, quand on a la lucidité de se dire je prévois le pire pour garder que le meilleur, ou presque, euh, on a quand même une certaine vision, une lucidité, et puis on est plus tranquille. Donc ça va être le fait que les deux personnes, par exemple, qui sont pacsées, achètent une maison. Bon, il faut qu'ils aient bien en tête que sans testament, l'un n'héritera pas de l'autre. Donc, c'est comme ils veulent. S'ils ont des enfants communs, c'est pas très grave, ça descend aux enfants. Mais même là, être en indivision avec ses propres enfants, c'est pas très agréable. Ça peut aussi créer des situations évitables. Donc, la personne qui me dit non, mais j'ai aucune envie de faire un testament, il n'y a pas de problème. Mais il y a une forme de fuite en avant, et ça, c'est l'erreur la plus courante. Et pour rebondir sur le testament, tu penses qu'à partir de quel âge c'est pertinent d'en faire un? Oh là. Est-ce qu'il y a un âge? Est-ce que c'est une condition de patrimoine? Euh, Tu penses que ça va être quoi des différentes variables qui vont faire que, ok, là, ça fait sens de se pencher là-dessus? Alors, j'ai rencontré là ce mois-ci une dame qui m'a dit que elle n'était pas spécialement vieille, mais elle m'a dit moi, à chaque fois que je prends un avion, je note plein de choses sur les gens, sur ce qui doit être fait au cas où je décède. En fait, un testament, il y a 3 conditions. Il doit être écrit de votre main, daté, signé. Ok, Donc, le testament que vous laissez, même s'il n'est pas chez le notaire, il est valable. ok. Évidemment, les gens ont des petites recommandations, des petites choses qui leur tiennent à cœur, mais si vous voulez, comment euh, je dirais que le bon moment pour en faire un, c'est souvent le déclencheur, c'est souvent l'achat immobilier. Ok. Et d'ailleurs, il y a jusqu'en 2001, donc dans les années 80-90, les actes que je ressors aujourd'hui d'acquisition de gens qui revendent la maison, qui passent à la retraite ou autre, le conjoint était très mal protégé par la loi. Ok. Donc, on remarque que le moment où il faisait le testament, ce qu'on faisait la donation entre époux, la fameuse donation au dernier vivant, je remarque en ressortant les actes que c'était toujours le jour même de l'acquisition de leur première maison. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on achète un bien, on a quand même cette impression, et c'est pas qu'une impression, on construit son patrimoine, c'est une grosse pierre de son patrimoine, souvent c'est la première. Même si on a des comptes en banque, on a moins l'impression d'être propriétaire de quelque chose de transmissible, de valorisé. Exact. Et du coup, l'acquisition de la maison était vraiment l'occasion de faire ce testament. Les notaires le savaient, ils savaient que le conjoint était mal protégé, donc ils disaient, Et il poussait la ils chose. poussaient un petit peu. C'était pas forcément pour leur vendre notre soupe, mais c'était parce que vraiment le conjoint était mal protégé. C'était le jour de l'acquisition, et c'est pas pour rien. C'est souvent un tournant, le moment où on se dit là maintenant, il faut que je réfléchisse à ça. Et c'est quoi les gros avantages de faire un testament par son notaire vs soi-même? Ça va être quoi les gros avantages de faire un testament avec son notaire? Ça va être quoi les gros bénéfices qu'on peut avoir? Alors, le gros bénéfice, c'est que quand vous faites un testament chez un notaire, c'est comme s'il était chez tous les notaires de France. Ok. Donc, il n'est pas sous le canapé avec celui qui tombe dessus dans vos héritiers et à qui ça ne convient pas du tout et qui peut le brûler ou le jeter à la poubelle. Il est conservé chez votre notaire, et en plus, votre notaire va
mettre une petite inscription sur un fichier national qui est tenu par tous les autres notaires Ok. et en disant chez moi il y a quelque chose. Il va pas révéler ce qu'il y a dedans. Donc il est digitalisé dans une banque de données. Comment ça se Non, passe? il est toujours dans votre coffre ou alors maintenant en numérique parce que la personne peut aussi vouloir le faire en acte authentique numérique. Ok. Mais je rappelle les 3 conditions, écrit de votre main, daté, signé. Ok. Donc pour un testament classique d'une personne valide qui n'a pas besoin qu'on l'aide à écrire, la plupart du temps, ça reste la forme numéro 1 de testament. Donc en fait, c'est le bon vieux papier Ok. qui est stocké du coup chez nous. Ok. En revanche, effectivement, rien ne nous empêche de le numériser si on veut garder une copie, etc. Et comme je dis, il y a cette inscription nationale qui fait que ça ne pourra échapper à aucun notaire, même si c'est un notaire qui est à l'autre bout de la France qui ouvre votre succession. Ok. Et comment ça se passe du coup? Là, tu as parlé des personnes valides. Une personne qui n'est non valide, qui ne peut pas écrire, ça se passe comment pour elle? Alors, elle peut pas. On va partir du principe qu'elle ne peut pas écrire, qu'elle est trop fatiguée, que c'est compliqué pour elle. Dans ces cas-là, le notaire va être son scribe, Ok. clairement. Mais le notaire, ça reste un humain. Donc, on a bien prévu les choses pour être sûr que le notaire a bien compris et Ok. qu'il retranscrive exactement les, souhaits. les souhaits de cette personne. On va avoir soit 2 notaires dans la pièce, Ok. soit un notaire avec 2 témoins civils. Ça peut être les membres de la famille ou ça, des gens qui n'ont rien à voir. ça peut être, il n'y a pas de règle dans le code civil, Ok. mais en revanche, le notaire fait en sorte quand même que ce soit des personnes qui n'aient pas trop de conflit d'intérêts avec cette personne-là. Ok. Donc, il va faire appel à quelqu'un d'assez neutre. Quelqu'un de Euh, l'étude ou ça peut être rien. Ça doit être quelqu'un rien à voir. Ça peut être des personnes de confiance qu'on connaît et qu'on sollicite à cette occasion. Ok. Ça peut être des personnes qui ont travaillé à l'étude et qui connaissent un peu le métier et qui viennent nous appuyer là-dessus. Ça peut être vraiment absolument toute personne, comment dirais-je, qui est saine de corps et d'esprit, comme on dit, et qui n'est pas évidemment pas majeur protégé, qui est majeur tout court, et puis qui comprend les choses et qui peut témoigner de ce qui a été dit. Ok. Et bah, jusqu'à présent, on a parlé de toutes les façons sur lesquelles on peut optimiser notre patrimoine et permettre à nos proches de payer le moins d'impôts en cas de décès. Oui. Mais aussi des personnes parfois qui veulent, on va dire, déshériter leurs enfants. Est-ce qu'en France, on a le droit? Et si oui, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, il n'y en a pas tant déjà. Il n'y en a pas tant. C'est une question qu'on n'a pas tant. Donc, Ok. c'est bon signe sur quand même l'esprit de famille de nos compatriotes. Il y en a qui peuvent vouloir avantager tel ou tel enfant pour des tas de raisons. En fait, le principe, c'est que vous allez pouvoir agir sur votre patrimoine en donnant une partie à qui vous voulez. Ça peut être avantager un de vos enfants plutôt qu'un autre. Ça peut être donné à votre voisin. Ça peut être donné à une association. Ça peut être donné à n'importe qui. Mais ce ne sera jamais 100% du patrimoine. Ok. C'est-à-dire que les enfants ont ce qu'on appelle une réserve héréditaire. Et cette réserve, personne ne peut y toucher. Et si par hasard, on a fait un legs qui est trop grand ou une donation qui est trop grosse par rapport à la taille du patrimoine, elle va être réduite au décès. C'est-à-dire qu'on pourra demander la restitution ou demander une indemnité, comme on dit, en nature ou en argent ou financière. Donc restitution du bien lui-même ou alors indemnité. Et l'enfant ne pourra pas être totalement déshérité. Ok. Finalement, il y a des gens qui me disent il faut que je fasse tout pour mourir pauvre. Oui, pourquoi pas. Il y en a qui me parlent de vente en viager, mais en fait, les gens passent rarement à l'action là-dessus. Ils se contentent la plupart du temps de réduire à la part minimale celle de l'enfant qu'ils ont envie de, entre guillemets, de déshériter, ou en tout cas dont ils ont envie de réduire la part. Ok. Et à l'instant, tu viens de parler de legs. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne le savent pas? Alors un legs, c'est une disposition testamentaire justement, c'est-à-dire que on est toujours dans la transmission à titre gratuit, Ok. sauf que c'est pas une donation, c'est au moment du décès. Donc la plupart du temps par testament, c'est même que par testament en réalité, et ça va, et on verra, et le notaire quand il va le lire et l'ouvrir, il verra si justement ça correspond aux proportions dans lesquelles on pouvait donner à telle ou telle personne ou en fonction des autres héritiers et de leurs droits.
Ok. Et donc ça, c'est pour un schéma, on va dire, assez classique de personnes qui ont un patrimoine en France. Oui. Comment ça se passe pour des gens qui ont un patrimoine un peu en France, un peu à l'étranger, en UE, hors UE? Comment ça se passe pour des patrimoines plutôt internationaux? Est-ce que c'est un notaire français avec un autre notaire d'un autre pays? Ouais, comment ça se passe ces schémas-là? Alors, il va y avoir des règles, pas autant de règles que de pays, mais pas loin. Il y a quand même des accords internationaux par rapport à la compétence du notaire et à la fiscalité notamment. Euh, la compétence du notaire, ça va être de... On peut très bien gérer une succession dans laquelle il y a des actifs à l'étranger. Ok. On peut très bien déclarer à la fiscalité française une succession dans laquelle il y a des actifs à l'étranger si la fiscalité française considère que la succession doit être taxée en France. On applique la loi, on taxe, on évalue et on paye les droits au fisc en fonction du patrimoine de la personne, fût-ce un patrimoine international, même Ok. quand c'est un patrimoine international. Euh, En revanche, pour la transmission civile du bien, la transmission en termes de titre de propriété, dès lors que c'est un immeuble, enfin dès lors que c'est un bien immobilier, une maison ou un appartement ou autre, on va avoir affaire au notaire de là-bas Ok. pour la transmission pure du bien. C'est-à-dire que ça peut très bien être un bien qui est fiscalisé en France pour sa transmission, Ok. mais qui en revanche va être transmis par un notaire, par exemple espagnol en Espagne. Et moi, notaire français, je ne pourrais pas faire l'acte de propriété espagnol. Ok. J'ai une compétence nationale pour l'immobilier. Et est-ce que tout ce qui va être dom-tom ou autre, ça va être des notaires spécialisés dans les dom-tom ou même un notaire dans France métropolitaine peut toucher à ces dossiers-là? Est-ce qu'il y a des spécificités Non, avec? les dom-tom, il y a un notaire des dom-tom peut très bien être, il a sa compétence nationale aussi, et Ok. du coup, c'est France métropolitaine plus territoire outre-mer, oui. Ok. Et donc, pour revenir à notre exemple avec un patrimoine français plus international, donc, est-ce que c'est tout le temps, si la personne avait le plus gros de son patrimoine en France et quelques autres actifs à l'étranger, tout va être fiscalisé en France, ou il y a aussi, parfois c'est un peu en France, parfois à l'étranger, comment ça se passe? En fait, il y a des règles notamment de dernier domicile du défunt. Ok. C'est-à-dire qu'on va déterminer où vivait la personne avant tout pour savoir de quelle, quelle est la législation applicable dans cette succession. Et en fait, là encore, on va retrouver des croisements entre civil et fiscal, Ok. c'est-à-dire qu'on va avoir un code civil de tel pays qui va dire que les successions doivent être réglées dès lors que vous avez la nationalité de ce pays-là, elles doivent toutes être traitées par lui. Bon, bah là, ça va être un peu gênant parce que ça va se télescoper avec une autre règle de tel pays ou en France, où en réalité, c'est la loi du dernier domicile du défunt. Surtout si quelqu'un a plusieurs nationalités, ça peut encore plus Exactement. compliquer les Donc choses. en fait, dans ces cas-là, le droit international prévoit ces choses-là Ok. et il va dire qu'il y a des règles qui priment sur d'autres, que dès lors qu'on est dans tel cas ou telle opposition entre deux législations, c'est une telle qui l'emporte, etc. Donc il y a quand même toujours moyen de savoir quelles règles s'appliquent, mais de temps en temps, c'est très subtil. C'est-à-dire que quand on est une personne qui passe 6 mois de sa vie à tel endroit et 6 mois de sa vie à tel autre, et qui a telle nationalité, Ouais, c'est aucun des deux pays où et il que vit. c'est aucun des deux pays, on va avoir vraiment des choses à démêler. On sait faire, et il y a des lois. C'est un peu long de développer ici, mais effectivement, on va procéder par ordre en disant qu'est-ce qui s'applique, quelle est ta nationalité, quelles sont les habitudes de la personne, quel est son domicile. Et là, on recoupe, et on arrive à notre solution. Mais Ok. de fait, parfois, il y a même une double fiscalité, dans un pays et dans un autre. Donc, c'est le droit international, effectivement, donne pas mal de fil à retordre. C'est une matière très intéressante parce qu'il n'y a vraiment pas deux dossiers pareils. Mais ça peut être, c'est du sur-mesure à chaque fois. Ok. Et dans ce genre de schéma, est-ce qu'on peut se faire double imposer ou pas? Ou c'est très rare? Généralement, quand on a déterminé dans quel pays est taxée la transmission, Ok. il n'y a qu'un seul pays dans lequel la transmission est taxée. Ok, très clair. Et maintenant, je voudrais voir avec toi, est-ce que tu vois des clients sur lesquels,
sur leur patrimoine, il y a eu des pratiques douteuses ou des arnaques que tu as pu voir. Donc, c'est quoi un peu les learnings que tu as eu vis-à-vis de tous les cas clients que tu as pu étudier, de pratiques douteuses ou d'arnaques qu'ils ont pu subir, des schémas que tu revois le plus souvent? Euh, En fait, ouais, c'est très intéressant. Il y a pas d'arnaque en soi. Les gens viennent souvent vous voir parce qu'ils ont l'impression, ils ont des étoiles dans les yeux, parce qu'ils ont découvert telle annonce à tel endroit qui va faire un rendement à 15%, par exemple. En fait, cet immeuble de rapport qui est situé dans telle ville à l'autre bout de la France, c'est pas une arnaque. La personne, elle a un immeuble qui rapporte tant de loyer, elle l'a mis en annonce et tout le monde peut répondre. Mais il faut se poser les bonnes questions. Si cet immeuble ne se vend pas, euh, pourquoi et quelles sont les connaissances et la maturité que je dois avoir dans le domaine immobilier pour être capable d'acheter ce genre de bien. Euh, En fait, il y a pas d'arnaque à proprement dit, mais par contre, les gens tombent souvent dans des panneaux faciles alors qu'il faut avoir une vraie maîtrise du sujet. Ok. Si effectivement vous voyez que vous avez X milliers d'euros à placer et que vous dites ah ben ça c'est génial ce plan-là parce que par rapport à la banque ça me rapporte 15%. euh, il y a un moment donné, si vous voulez, quand vous êtes propriétaire d'un bien comme ça, la plupart du temps, c'est parce que à tel endroit, justement, il y a très peu de demandes locatives, donc l'immeuble, il est vide la moitié de l'année. Ouais. Ou alors, c'est un immeuble qui est pas loin d'être classé insalubre et dans lequel il y a beaucoup de travaux à faire. Ou alors, c'est un immeuble où, en fait, il faut quand même bien connaître le marché du coin parce que il y a une 4 voies qui va s'installer juste à côté. Donc, il n'y a pas d'arnaque en soi. Mais par contre, il y a des sujets qu'on doit fortement maîtriser avant de se lancer. C'est exactement dans l'éducation financière que vous faites avec la bourse, avec les cryptos et compagnie. Forcément, celui qui voit que le Bitcoin il a fait plus 30% dans l'année et qui met tout son argent là-dedans, il va déchanter à un moment. Donc, il y a des choses qu'on doit maîtriser avant de les appréhender, avant de se lancer dedans. Et moi, c'est surtout ça que je vois, c'est-à-dire des gens qui regrettent l'investissement qu'ils ont fait parce qu'ils n'étaient pas assez informés, ils n'avaient pas la bonne éducation financière, ils n'avaient pas il faut se dire qu'il y a quand même des niveaux de rentabilité où il faut être semi-professionnel, quoi. Et en l'occurrence, ce qui est réservé comment dirais-je, ce qui vous est réservé dans un domaine que vous connaissez mal, c'est plutôt des rentas en dessous de 10%. On va pas se Et mentir. encore 10%, c'est beaucoup. On va pas se mentir, voilà. Donc déjà, dans un domaine où on veut juste investir son argent sans se fatiguer la tête, on n'aura jamais plus de 10%. La tranche ensuite entre 10 et 20, ça va être plutôt pour les gens un peu bien initiés qui passent du temps sur un sujet, qui le connaissent et qui savent ce qu'ils ont à faire. Et puis après, plus de 20%, ça va carrément être un métier. Donc ça, c'est des choses que les gens doivent avoir en tête. Il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de l'argent facile n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit dire à nos clients et qui doit être diffusé. Acheter une Ferrari dont le moteur est complètement cassé, c'est pas une bonne ou une mauvaise affaire. C'est une super, c'est pas une arnaque. C'est pas une arnaque. C'est une super affaire pour celui qui est mécano et c'est une très mauvaise affaire pour celui qui a jamais mis les mains dans le cambouis et à qui ça va coûter des dizaines de milliers d'euros de la faire réparer par des spécialistes. Donc voilà. Ok, bah souvent quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. Et même pour monsieur, madame, tout le monde en France, jusqu'à 10% par an, ça peut se faire, mais c'est un profil de risque assez risqué. Quand on va aller au-dessus de 10%, ça peut se faire, mais c'est plutôt anecdotique, pardon. Et au-dessus de 20%, c'est vraiment des coups de chance. C'est vraiment, ça peut pas se reproduire sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est un coup de chance sur 1 ou 2 ans. Mais au-dessus de 20%, c'est vraiment anecdotique. Et 10-20%, ça peut être des professionnels qui le font, mais c'est extrêmement dur. Et j'aimerais rebondir sur un point. Tout à l'heure, on a abordé le fait que le notaire a une compétence nationale. Il peut traiter des dossiers. Si c'est un notaire, je ne sais pas, de Bordeaux, il peut traiter un dossier, par exemple, à Lille. Oui. Ce que je voulais savoir, c'est comment on sait est-ce qu'un notaire est compétent ou non? Parce que comme le notaire a un rôle de conseiller, c'est des humains. Un humain peut faire des erreurs, un humain peut être meilleur qu'un autre. Comment on peut savoir est-ce que ce notaire est meilleur que lui ou pas? Le bon notaire ou le mauvais notaire, c'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Cette question, elle est délicate.
en fait, on est une profession libérale. Donc, comme beaucoup de professions libérales, on va voir ces interlocuteurs-là. C'est des gens qui ont plus que juste une pratique à apporter, et c'est des gens qui ressentent les choses avec leur intelligence, leur sensibilité, leur vision, et qui vont vous la partager. Mais on n'a pas tous la même. Donc, on parlait des médecins tout à l'heure. Il y en a parfois, il y a votre voisin qui vous dit va voir tel médecin, il est génial. Moi, il m'a tout enlevé. Et en fait, j'ai plus rien. Et en fait, vous, quand vous allez le voir, vous dites mais il est zéro, quoi. Moi, j'ai pas du tout la fibre avec cette personne-là. Il a pas su me manipuler pour m'enlever mon mal de dos, etc. Donc, en réalité, quand on n'a pas cette affinité-là, il faut créer une affinité avec nos clients. Et parfois, ça ne marche pas. Et c'est aussi simple que ça. Donc, au-delà. D'une part, on est des professions où maintenant, il faut être de plus en plus spécialisé. Donc parfois, il faut avoir la justesse de dire ça, c'est plus la spécialité de mon associé, par exemple, et d'avoir beaucoup de compétences au sein d'un même office, c'est très utile. Mais il faut aussi pouvoir dire là, il y a un problème avec vous, qu'on soit le client ou le notaire d'ailleurs. On doit pouvoir dire à l'autre, il y a un problème, on ne se comprend pas. Et il y a quelque chose qui ne marche pas entre nous. Donc, il faut qu'il y ait vraiment comment dirais-je, une connexion dans l'intelligence et la compréhension pour avancer. Une fois qu'il y a ça, tout va bien. Il y a des notaires qui ne conviennent pas à certaines personnes parce qu'on est des humains et qu'on a, on a nos défauts et nos qualités. Et il y en a qui ne veulent absolument pas de tel ou tel type de notaire, mais qui préfèrent tel autre alors que le voisin va préférer le contraire. Parce que oui, souvent, c'est le notaire où on vit qui va prendre un peu le cas de la famille, et ça se fait un peu comme ça, en tout cas de ma compréhension. Oui. Comment ça se passe? Imaginons, je suis avec ce notaire, ça se passe pas très bien, ou peut-être que ce notaire, il me dit, sur ce cas hyper spécifique, je serais pas la meilleure personne pour vous aider. Comment je fais pour changer de notaire A à notaire B? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une démarche spécifique? C'est quoi les choses à savoir? Non, il n'y a pas de démarche spécifique pour changer de notaire. Si vous voulez, une fois que vous avez passé un acte avec un notaire, il est conservé chez lui de toute manière pendant 75 ans. Il est archivé. Alors maintenant, les actes sont de plus en plus numériques, mais il y a une conservation quand même obligatoire sur les serveurs, etc. Ok. En tout cas, cet acte-là, vous n'allez pas l'enlever de ses archives à lui. Il est chez lui, il a la mission de la conserver, il n'y a pas de problème. En revanche, si la fois d'après, vous voulez aller voir tel ou tel notaire, il n'y aura pas de problème. Dès lors que vous avez gardé des copies des actes, et même si vous n'en avez pas, de toute manière, il peut à nouveau vous en délivrer, vous pouvez vous les procurer. Ok. Donc, il n'y a pas de démarche particulière, non. Absolument. Et comment ça se passe dans un cas où je suis chez un notaire et malheureusement ce notaire décède? Comment ça se passe la transmission de son étude à quelqu'un s'il était le seul associé? Est-ce que c'est un cas qui arrive souvent? Comment ça se passe, ce genre de cas? Donc, pendant le dossier, il décède pendant le dossier? Non, il décède après. Non, pendant qu'un notard qui nous suit, quoi. En fait, là encore, c'est toute la mission de celui qui succède. C'est d'arriver à créer un lien avec la clientèle qui soit le même que son prédécesseur, voire meilleur, ou en tout cas qui arrive à les conserver. Parce que, en fait, on n'a pas la même. On a tous une clientèle qui, au final, nous ressemble. Une fois qu'on s'est fait notre clientèle sur toute une carrière, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous avez quand même une clientèle qui vous ressemble, entre guillemets, et avec qui vous avez créé quelque chose. La mission de votre successeur, ça va être de réussir ce lien-là. Mais lui va apporter sa patte, et puis il va avoir tel ou tel type de client que l'autre n'avait pas. Et par contre, peut-être qu'il ne va pas réussir avec certains autres à garder le lien qu'il y avait, parce que les clients pouvaient être très très attachés au prédécesseur. Ok. Donc ils vont dire ah, c'est plus la même chose, donc vous comprenez, etc. On comprend, mais si vous voulez, dans l'absolu, la mission dans notre métier, parce que mine de rien, on rachète un office aussi, ça va être de dire j'ai compris pourquoi et pour quelle valeur les clients venaient voir ce notaire-là et cet office notarial-là plutôt qu'un autre. Et c'est toute la mission à relever quand on rachète un office. Mais c'est un petit peu la même chose dans la vie économique aussi, quand on rachète une entreprise lambda. Ouais, quelles sont les synergies qu'on peut faire? Ça va être quoi l'étude du portefeuille client? Mais du coup, donc, dans le cas d'un notaire associé qui est seul
donc qui avait son étude, qui décède, il y a un autre notaire qui va faire une proposition qui va racheter ça au successeur. Ça va Oui, être non, dans ce mais cas-là. ça, le fil va être très bien fait, même s'il décède alors qu'il n'était pas à la retraite. On a des instances très compétentes là-dessus. On est un métier très structuré dans nos instances où il y a on va tout de suite nommer un suppléant pour venir gérer les affaires courantes le temps qu'il y ait un relais, oui, absolument. Ok. Et comment ça se passe au niveau, dans un dossier, que ce soit en immobilier ou en droit de la famille, au niveau de la rémunération que va percevoir le notaire, pas forcément ce que lui va encaisser, mais l'ensemble des frais, combien va à l'État français, combien va dans la poche de l'étude, comment ça se passe, la structuration de rémunération? Alors, le notaire, effectivement, il est percepteur de l'impôt. Donc, ça veut dire que sur une vente, pour prendre le cas le plus courant, une vente, il y a un certain nombre de taxes et puis il y a sa rémunération à lui. Et vous allez verser une enveloppe globale. Donc, vous n'allez pas forcément avoir une idée. Aujourd'hui, généralement, l'information est bien donnée Ok, au moment d'une vente. C'est-à-dire que normalement, vous saurez exactement ce qui va au notaire et ce qui va à l'État. Généralement, pour une vente où on est maintenant souvent à 8, 8,5%, on va dire schématiquement qu'il y a 1,5 TTC qui part au notaire ok. et plutôt ouais, bien entre 6 et 7 à l'État. Ouais. Et dans les 6 et 7 à l'État, c'est quoi on va dire la répartition de 6 et 7%? Ça part dans quelle taxe? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, si on parle que des ventes, c'est essentiellement les collectivités territoriales. Ok. Donc, communes, départements et voilà. Et pour un peu faire un résumé de l'échange qu'on a eu, ça serait quoi pour toi les trois conseils un peu généralistes à une famille assez simple, deux parents, deux enfants, pour optimiser le patrimoine? C'est quoi on a parlé un peu tout à l'heure du démembrement. Ce serait quoi les trois conseils généraux que tu verrais? La vigilance principale à avoir, c'est de se dire régulièrement dans quelle direction part mon patrimoine et est-ce que il prend une direction dont j'ai envie? Est-ce que je maîtrise toujours les choses ou est-ce que là, il y a une vigilance à avoir? Je prends un exemple tout bête. Il y a des moments où votre patrimoine grossit, votre prêt de la maison a été remboursé, vous avez hérité même peut-être de vos propres parents, et du coup, tout d'un coup, il y a des tournants comme ça où vous vous dites, mais là, si je fais mon calcul, mes enfants vont vraiment payer très cher au moment de ma succession. Ça ne doit pas être le seul indice, mais il faut régulièrement se poser la question de est-ce que je pars dans la bonne direction du point de vue de mon patrimoine. Euh, Exactement comme il faut faire des visites préventives chez le médecin, même quand on n'a pas forcément, même si on n'est pas encore malade. Euh, Si vous voulez, il peut y avoir des cas où les gens se rendent compte que à partir de maintenant, euh, ils vont être taxés très fortement s'ils ne prennent pas les bonnes mesures. Ok, Alors que en prenant la bonne mesure au bon moment, on réduit à néant les choses et l'imposition future, ou en tout cas on la maîtrise. On maîtrise aussi à quel enfant c'est transmis et on réduit les disputes. Donc il y a des intérêts civils et fiscaux à anticiper, c'est évident. Et il faut être très vigilant là-dessus. Donc en fait, si j'avais des conseils à donner, ce serait de régulièrement se poser les bonnes questions. Quand malheureusement on a divorcé et qu'on se remarie et que du coup on a des enfants de plusieurs unions. Quand on hérite, qu'on a tout à coup un patrimoine et que on se rend compte il va falloir le gérer, qu'on va être nous-mêmes fortement taxés plus tard. En fait, c'est un petit peu comme certaines professions libérales, médecins ou autres, qui vous disent, moi maintenant je bosse 4 jours par semaine parce que j'ai fait mes comptes, je me suis rendu compte que en fait le cinquième je bossais intégralement pour l'État ou presque. ok, Et en fait, c'est des gens qui ont consulté leur comptable, qui se sont dit, mais en fait, si je bosse 4 jours, je gagne quasiment la même chose, ou on va dire 95% de ce que je gagne aujourd'hui. Donc finalement, le cinquième jour, il me servait qu'à 5%. Bon, bah ça, c'est un petit peu la même chose pour votre patrimoine. Il faut vous dire, en ce moment, je bosse pour quoi, pour qui et à quel moment l'addition va arriver. Et ce qui est certain, c'est que si vous vous y prenez à 80 ans, il y a un moment donné où il y a des leviers qu'on ne pourra plus activer. Il y a des leviers qu'on ne pourra plus activer si ça n'a pas été vu à temps.
Donc le conseil général, c'est plutôt à chaque gros changement dans sa vie, que ce soit une acquisition, euh, famille recomposée, naissance, etc., de se poser les questions. Est-ce que là, ça peut faire sens d'aller consulter un notaire? Du coup, c'est plutôt ça ton conseil général. Oui, absolument. Ok. Absolument. Et dans quel cas, parce qu'un notaire, ça a un rôle de conseiller, il peut nous aider à optimiser, à structurer le patrimoine. Dans quel cas, passer par un notaire, ça ne fait pas sens dans la manière où bah, c'est pas adapté, les montants sont trop petits ou ça fait pas de sens. Euh, je pense notamment au don manuel, le don de somme d'argent, qui est vraiment un acte assez courant et où les gens me disent non mais je ne vais pas passer chez le notaire pour ça. Il y a des imprimés qui existent, des imprimés fiscaux. On peut le déclarer en ligne en 3 minutes. Je vais donner 30 000 à chacun de mes enfants. Ça va bien se passer et je serai réglo avec la législation. Là encore, on retrouve cette dualité droit civil, droit fiscal. La personne va être en règle avec le droit fiscal, il n'y a aucun problème, le don sera déclaré et il n'aura aucun problème avec ça, il sera en règle. En revanche, du point de vue civil, il peut y avoir des conséquences Ok. et où là, un passage chez le notaire peut vraiment, là encore, anticiper les choses et les éteindre, et éteindre les conséquences. Pourquoi? Parce que celui qui prend ses 30 000 euros et qui va les dépenser au casino n'aura pas le même sort que celui qui va acheter, dont les 30 000 euros vont servir à acheter des actions qui vont faire x10. C'est pas très juste, mais c'est comme ça. On en pense ce qu'on veut, mais c'est les règles du Code civil. C'est-à-dire qu'en fait, au décès, on va dire à celui qui a reçu 30 000 et qui les a dépensés, on va lui dire on considère que tu as reçu 30 000. Alors que celui qui a eu le bon goût de les investir et qui a fait x10, on va lui dire on considère que tu as reçu 300 000. Ok. Donc en fait, et ça va déjà s'imputer sur sa part. Donc en réalité, on va partir du principe que il faut faire une donation-partage pour calmer ça. C'est-à-dire que on passe chez le notaire, chacun reçoit ses 30 000 euros et il part sans se retourner, pour ainsi dire, et les valeurs sont figées au jour de la donation-partage. Ok. Sinon, les valeurs de ce que vous achetez avec cet argent vont courir et vont être actualisées jusqu'au décès de votre donateur. Et comment ça se passe pour que l'État, l'administration, sache que, OK, cet argent, ces 30 000 euros ont servi à ces actions? Parce que imaginons que j'ai 100 000 euros sur un compte, Ouais. j'ai reçu 30 000 euros de plus et 30 000 euros dans ma poche du coup de 130 000 euros, je les ai utilisés. Comment l'administration pourra savoir, OK, si c'est 30 000 euros de ce don ou c'est 30 000 euros parmi la poche de 100 000 que j'avais? On Comment n'est c'est? pas du tout sur l'administration fiscale, puisque si je reprends ce que j'ai dit, Ouais. les personnes ont déclaré au fisc en ligne. Le Ok. fisc n'a aucun problème avec eux à partir du moment où c'est déclaré et il Ok. ne reviendra pas dessus. OK. En revanche, ça va avoir des conséquences civiles, puisque c'est en droit civil que le notaire va dire qui a reçu quoi de son vivant et qui va être obligé d'actualiser les valeurs au jour du décès. Les enfants ne seront pas taxés à proprement dit sur cet argent puisqu'il a été déclaré à la source au moment du don. En revanche, du point de vue du droit civil, on va considérer qu'il y en a un qui a déjà reçu une bonne partie de sa part OK. et on va réincorporer ces 300 000 au patrimoine du défunt. Donc imaginez que quelqu'un qui a par exemple 500 000 euros au jour de son décès, on va réincorporer OK, les je vois. 300 de son fils pour calculer les droits de chacun. OK, je vois. Donc en fait, le fils dont on réincorpore les 300 000 pour faire les calculs, peut-être qu'on va lui réattribuer derrière, bien sûr, mais en réalité, il aurait dû avoir normalement droit à ces 300 000 plus un tiers de 500 au jour du décès. Et en réalité, non. Il va juste avoir le droit à un tiers de 800, c'est-à-dire un tiers de 500 plus 300. OK, très clair. Je pense qu'on arrive à la fin de notre podcast, de notre échange. Est-ce que tu as un dernier conseil où on a parlé de consulter là où il y avait des gros changements? Est-ce que tu vois d'autres choses, peut-être plus anecdotiques ou toi, avec ton expérience de notaire, que tu sembles pertinent à ajouter? Oui, je reviens sur cette histoire de bien surveiller les choses au bon moment dans sa vie. J'ai un exemple très, très percutant cette année. OK. J'ai un chef d'entreprise qui est un de mes clients qui a vendu son entreprise à un très bon prix et qui, du coup, s'est retrouvé avec pas mal de liquidités et s'est posé la question de la transmission.
Et lui, il me disait, franchement, j'ai 55 ans, je ne vais pas transmettre maintenant. D'ailleurs, c'est combien le taux marginal sur les successions? Et je lui ai dit, c'est 45%. Ok. Donc là, il a réfléchi 2 secondes et il m'a dit, donc ça veut dire que aujourd'hui j'ai un patrimoine de 100, on va dire. Si mon patrimoine double d'ici à mon décès, ce qui est absolument pas improbable, hein, c'est de passer de 100 à 200 entre 55 et 80 ans, c'est absolument pas absurde. Ça veut dire que toute la richesse que j'aurais créée entre maintenant et mes 80 ans, Ça va à l'État. ça va à l'État. Et je lui ai dit, c'est ça. C'est la meilleure manière de résumer les choses. Donc, si on ne fait pas quelque chose maintenant pour organiser cette transmission, la transmettre dès maintenant et que ça grossisse, mais dans les mains de vos enfants ou dans les mains d'autres personnes ou dans les mains d'autres structures, eh bien, effectivement, ça va grossir, mais pour rien. Parce qu'en fait, il y a la moitié de cette somme, presque 45%, qui va être versée effectivement au fisc. Donc, il va y avoir un raisonnement civil, fiscal, et là, en l'occurrence, on était au croisement des deux. Ça restera mon fil rouge de cette intervention. Il était au croisement des deux et c'était essentiel de se pencher sur sa transmission à cet âge-là. Il a eu le bon réflexe. Donc merci Martin pour cette intervention. Et pour les personnes qui veulent découvrir plus de contenu de ta part, où est-ce qu'ils peuvent te découvrir? Alors, on a une déontologie qui est très ferme là-dessus, qui est très stricte. On ne peut pas faire de publicité personnelle. Donc, je vais ignorer cette question. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a un maillage territorial très fin. C'est très rare que quand vous mettiez le doigt sur un lieu en France, il n'y ait pas un notaire à 10 km à la ronde. Donc ça, c'est une grande force parce qu'il y a toujours un notaire près de chez vous. Vous pouvez aussi aller sur notaire.fr, notaire.fr, qui répertorie les notaires justement les plus proches de chez vous et autres. Le notaire a une compétence nationale, donc il pourra vous accompagner même si vous avez pris un notaire proche de chez vous et que tout d'un coup vous achetez dans une région autre, vous pourrez garder ce notaire-là. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir accueilli. Merci Martin.